la parole. Je dois dire quand même que de l'Institut, nous avons essayé d'accompagner tant que possible, avec nos humbles moyens, tout ce mouvement démocratique qui a commencé en Tunisie, avec une certaine, je dirais, proximité et intérêt extrême, non seulement par le fait que moi, comme directeur de la maison, ai été ambassadeur d'Espagne en Tunisie, et donc il me sens très attaché aux aléas de ce pays, et où j'ai beaucoup d'amis, etc., mais parce que nous pensons que le destin final de la Tunisie va signaler le destin final dans un long parcours historique pour beaucoup d'années du monde arabe. Et donc, en plus, c'est spécialement, disons, délicat, parce que la Tunisie, d'abord, c'était normal que ce soit en Tunisie où cette révolution démocratique se passe d'abord, parce que c'était le pays qui, grâce à l'effort de tous les Tunisiens, avait le plus progressé depuis les innovations modernisantes du président Bourguiba à partir du moment de l'indépendance, la situation des femmes, l'importance attachée à l'éducation, la construction de nouvelles institutions d'un État moderne, etc., etc. Mais donc, c'était normal que dans un pays qui a progressé, même sous la dictature de Ben Ali, l'effort des Tunisiens a continué dans cette ligne, et donc il y a un certain établissement même des classes moyennes, donc l'éducation a fait son effet, et donc c'était, je pense, normal que ce soit dans la Tunisie comme le pays le plus avancé dans le monde arabe, où commence ce réveil des citoyens, pour ainsi dire. Seulement que la Tunisie est un petit pays qui se trouve dans une zone extrêmement complexe, encore davantage aujourd'hui. Et donc, du fait même de sa dimension, même avec sa détermination d'avancer dans ce processus de construction démocratique, il est en danger du fait des forces énormes qui sont agissantes dans la région et pas toutes dans une direction positive pour l'évolution des processus démocratiques comme celui de la Tunisie. La transition démocratique de la Tunisie, je pense malheureusement, a beaucoup d'ennemis. Parmi ceux qui ne veulent pas qu'il y ait ce mauvais exemple d'un pays musulman, arabe, qui construit en paix sa démocratie. Et donc là, je pense que nous avons, tout au moins, c'est que nous essayons de, si je peux utiliser le mot prêcher tout le temps de cette maison, c'est de dire qu'il faut aller à soutien, à l'aide de la Tunisie, et tout spécialement dans ce moment extrêmement délicat. Ils ont fait un long parcours, ils ont déjà terminé théoriquement sa transition, ils ont fait ses premières élections, ils ont élaboré sa nouvelle constitution, ils sont parvenus à faire une constitution qui est vraiment modernisante et démocratique, même qu'il y avait des forces importantes politiquement dans le pays qui voulaient aller dans notre sens. Ils sont parvenus, la société civile a aidé énormément dans cette construction pour que ça ne déraille pas. Et donc, ils y sont parvenus. Ils ont fait, après la nouvelle constitution, les nouvelles élections. Ils ont donc un nouveau président, ils ont un nouveau parlement. Et donc, en principe, une stabilité pour 4 ans pour que ça puisse se consolider. Voilà donc, ils sont sur le bon chemin, mais un chemin plein d'écueils et de dangers. Et donc, je vais passer d'abord la parole à notre ami Ahmed Ouaniès pour qu'il nous apporte son témoignage, sa connaissance. C'est un fin, non seulement, il est un fin analyste des situations, vous le verrez, et moi j'ai beaucoup appris de lui pendant beaucoup d'années, de ce qu'il m'a expliqué chaque fois qu'on se voit, et à lire ce qu'il écrit depuis beaucoup d'années. Alors, s'il vous plaît, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je
suis heureux de prendre la parole à l'Institut européen de la Méditerranée pour la première fois et de m'adresser à un public. Je dois dire que quand je l'essayais auparavant, le régime de Ben Ali lui avait enlevé le passeport, aussi bien le passeport diplomatique que le passeport tout simplement civil, parce qu'il n'était pas vu d'un bon œil de la part du régime de Ben Ali, surtout pendant la recrudescence, si vous voulez, du régime les dernières années. Et c'est comme ça que je ne pouvais pas l'inviter. Et maintenant qu'il est dans une Tunisie libre, il peut venir. Oui, on m'avait enlevé mon passeport diplomatique et l'une des vertus de la Révolution est que j'ai récupéré mon passeport et surtout mon passeport diplomatique. Mais il n'y a pas eu que cette persécution-là. L'élite et la base démocratique tunisienne ont beaucoup souffert pendant les 20 années, elles étaient 23, mais surtout les 2 dernières décennies du régime Ben Ali. Donc le tournant de 2011 a un sens extrêmement profond pour cette base démocratique de la Tunisie qui n'a jamais disparu et qui vient de connaître un élan d'espoir considérable avec la Révolution et aussi avec l'élan de sympathie que nous avons observé en Europe et dans le monde, même si dans notre région, la Tunisie reste, depuis 2011, isolée. La Tunisie est isolée dans sa région, même si elle n'est pas isolée dans le monde. Isolée dans sa région, justement, en raison des étapes d'édification d'un ordre politique nouveau dans ce paysage particulier du monde arabe. Abordons la question d'une manière plus méthodique. L'année 2014, pour la Tunisie, clôt la première phase de la transition avec l'adoption de la Constitution en janvier 2014 à une très large majorité, une majorité qui dépasse 200 députés de l'Assemblée constituante sur 217, et avec la conclusion des élections législatives et présidentielles non contestées d'octobre et décembre 2014. L'année 2015 s'ouvre avec une nouvelle phase appelée à compléter les institutions du nouveau régime et à réaliser les objectifs stratégiques de la révolution, qui ne sont pas encore entièrement complétés. Dans le monde, le bilan de la transition tunisienne est jugé positif. La légitimité du nouveau régime est incontestable. La Tunisie a réalisé en 4 ans le consensus national sur l'édification d'un ordre politique inclusif, démocratique et fondé sur le dialogue et le compromis. 3 facteurs distinguent cette transition. D'abord, l'admission des principes universels posés comme étant conciliables avec les bases de la foi islamique. C'est la première fois qu'un pays arabe réalise cette conciliation entre les principes universels scellés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et déclare qu'elles sont conciliables avec la foi islamique. La deuxième caractéristique, c'est l'admission des élections comme arbitre ultime de la compétition politique. Là où les partis islamiques participent au pouvoir, généralement, l'arbitrage se fait dans la violence. Mais
dans le cas de la Tunisie, depuis l'adoption de la Constitution, l'arbitrage politique est admis consensuellement comme étant l'arbitre de toute controverse politique, ce qui est une deuxième acquisition. La troisième, c'est la participation du parti islamique Nahda dans toutes les coalitions gouvernementales depuis 2011. Il n'y a pas d'exclusion. La nouvelle République tunisienne est inclusive. Nul n'est exclu. Les résultats des élections dictent, n'est-ce pas, la composition d'un gouvernement d'une manière démocratique. Ailleurs dans le monde arabe, avant 2011, en Tunisie et ailleurs, en Algérie, en Égypte, etc., il y avait un préalable anti-islamique, ce qui fait que les partis qui ont une référence religieuse islamique n'étaient pas autorisés à participer aux élections. Ce préalable a été levé en Tunisie et dans tous les autres pays où la révolution de 2011 s'est matérialisée, mais en Tunisie, la différence, c'est que nous incluons le parti islamique dans tous les gouvernements de coalition depuis octobre 2011. Voilà les trois caractéristiques. De ce fait, la Tunisie est créditée comme étant à la fois attachée aux principes et mûre pour le dialogue. Il n'y a pas de dogmatisme, il y a un empirisme qui, jusqu'à présent, a guidé la transition démocratique tunisienne. Il n'y a pas eu le moindre préalable, la moindre référence théorique ou dogmatique ou de principe qui ait empêché quoi que ce soit. C'est pourquoi le pays, tout en étant attaché aux principes, est toujours prêt pour le dialogue et mûr pour le dialogue. Les compromis jugés sévèrement dans l'opinion intérieure sont salués dans le monde comme le trait d'un génie politique qui hisse la Tunisie à l'avant-garde des pays de la région. Pourquoi je conclus cette intervention, enfin ce paragraphe comme ça, pour dire que dans l'opinion intérieure, au lendemain des élections d'octobre et décembre 2014, l'opinion tunisienne était hostile au retour du parti islamique Nahda dans le gouvernement. Ce qui fait que la formation d'un gouvernement en février 2015, comprenant le parti majoritaire, qui est un parti démocratique du centre du spectre politique, n'est-ce pas, déclaré pendant la campagne électorale qu'il n'allait pas réaliser une coalition avec le parti adverse, qui est le parti Nahda. Mais après les résultats des élections, il a été obligé, pour constituer un gouvernement bénéficiant d'une base parlementaire suffisamment large, de s'allier au parti Nahda, ce qui a soulevé une vague de protestations très large qui continue jusqu'à présent contre la coalition. Le fait que le parti majoritaire, démocratique, qui avait fait campagne contre la coalition avec le parti, se soit allié quand même, a posteriori, avec le parti Nahda, en raison de l'arithmétique parlementaire, comme on dit dans les traditions démocratiques. Eh bien, cette coalition nouvelle, en 2015, avec le parti Nahda, ne rencontre pas la sympathie de l'opinion publique la plus large en Tunisie. Curieusement, dans le monde, nous sommes jugés en Tunisie comme ayant un génie politique, n'est-ce pas, de compromis et d'alliance inclusive, et c'est cela qui a fait que la transition avait réussi, et c'est cela qui fera que l'expérience démocratique tunisienne sera exemplaire dans le reste de la région. Ça, c'est l'opinion du monde.
mais à l'intérieur de la Tunisie, les réserves continuent de subsister relativement à ce dernier compromis. Donc, avec l'année 2015, commence l'épreuve de vérité, dans un contexte dominé par l'aggravation des facteurs de risque et avec de rares facteurs positifs. Quels sont les points négatifs de l'année 2015? Comment est-ce que nous avons abordé l'année 2015? Il me reste 10 minutes. Très bien. Maximum. D'accord. Nous abordons l'année 2015 avec quelques facteurs de risque. J'ai identifié 8 facteurs de risque. D'abord, la persistance de la menace terroriste intérieure. Deuxièmement, un climat social menaçant en raison des grèves et des mauvaises performances en matière touristique et agricole. Troisièmement, la résurgence de la toute-puissance de la police, qui est attribuée aux syndicats des services de sécurité, qui sont des syndicats nouveaux. Nous n'avons jamais eu de syndicats dans les services de sécurité, ni à la police, ni à la gendarmerie, que nous appelons la garde nationale, mais maintenant, avec la démocratie, nous acceptons un pluralisme syndical, y compris dans ce secteur. Or, ces syndicats des services de sécurité pratiquent aujourd'hui une certaine intimidation par des manifestations publiques contre des décisions de justice ou contre des décisions du gouvernement. Et là, nous sentons un nouveau danger. Quatrième facteur, les relations de voisinage avec l'Algérie et la Libye sont toujours secouées par des crises intermittentes qui ne sont pas surmontées. Cinquième facteur, le chaos en Libye qui amplifie les menaces internes et qui projette des menaces spécifiques. Nous avons des camps de formation de djihadistes tunisiens organisés par ce mouvement djihadiste qui s'appelle Daesh, ou l'État islamique en Irak et dans le Levant. En plus, la Libye constitue un foyer de trafic qui laisse pénétrer en Tunisie des contrebandes d'armes et d'articles qui alimentent une économie parallèle. Sixièmement, les crises régionales dans le théâtre Maghreb et Sahel, comme au Mali, au Niger, au Tchad, ces crises ne sont pas résolues. Septièmement, nous constatons une réserve persistante des pays arabes du Golfe, alors que les pays arabes du Golfe favorisent le nouveau régime égyptien. Il y a des dizaines de milliards de dollars qui ont été offerts au nouveau régime égyptien depuis 2011 et qui continuent. Au Maroc également, mais pas en Tunisie. Il y a une réserve sur le nouveau régime tunisien de la part des pays du Golfe. Et enfin, les soutiens internationaux, notamment les soutiens des puissances mondiales, ne traduisent pas un engagement de solidarité. La Grèce et l'Ukraine, en comparaison, suscitent une mobilisation politique et des réponses économiques et financières concrètes, immédiates. Ça n'est pas le cas avec la Tunisie, où nous avons une coopération plus riche, plus importante, avec l'Europe et avec les puissances mondiales, mais qui n'atteint pas le niveau de la solidarité. Il y a quand même des points positifs. Je mentionne 4 points positifs. D'abord, la lutte contre le terrorisme est mieux organisée et plus efficace. Depuis que le parti islamique Nahda a quitté la direction du gouvernement,
la lutte contre le terrorisme est devenue plus cohérente, plus efficace, et elle est de mieux en mieux organisée à partir de 2014. Deuxième point, il y a une diversification de la coopération sécuritaire. Jusque-là, la coopération sécuritaire se limitait aux 5 pays latino-européens avec lesquels nous avons un dialogue politique que nous appelons le dialogue 5+5. Mais la coopération sécuritaire se limitait à ces 5 pays latino-européens. Maintenant, il y a une diversification très large qui va de la Chine à l'Europe, plus loin que les 5 latino-européens, jusqu'à l'Amérique. Troisièmement, l'engagement renouvelé du G7, les pays les plus industrialisés, dans leur soutien à l'effort de redressement économique et de lutte contre le terrorisme. Enfin, quatrième facteur favorable, le soutien politique très ferme des États-Unis. Nous avons plusieurs circonstances où nous avons bénéficié d'un soutien remarquable, d'un soutien efficace, puissant de la part des États-Unis dans tous les domaines. Très bien, Monsieur le Président. Comment se déroule la transition comparativement à l'Afrique du Nord? Sur ce point, je dois vous présenter l'analyse de notre voisin immédiat, l'analyse algérienne, et je conclus là-dessus, Monsieur le Président, comment l'Algérie voit la transition tunisienne. Eh bien, pour l'Algérie, les jeux sont loin d'être faits. Le compromis réalisé en Tunisie avec le parti islamique est précaire. La Tunisie croit avoir gagné la cause démocratique, or, en offrant au parti islamique une place dans l'État, la Tunisie tombe dans un piège qui aboutira inéluctablement à l'évincement des partis bourgeois, effrités et discrédités, et qui sont loin de tenir le rang devant la détermination et la volonté de puissance des islamistes. Parce que, pour l'Algérie, les islamistes n'attachent aucun crédit à la logomachie démocratique et n'attachent aucune légitimité au système électoral. Tandis que la Tunisie se berce d'illusions, les forces réelles à l'œuvre s'attachent par le terrorisme, par le harcèlement social et les grèves, et par la manne d'argent qu'elles détiennent, que les partis islamistes détiennent, et ils détiennent en effet une masse d'argent considérable, eh bien, ces islamistes finiront par paralyser le système, par acheter l'électorat et par phagocyter l'État une fois pour toutes. L'Algérie s'attend donc à l'affrontement crucial, inévitable, à terme. Et elle estime qu'à l'heure de vérité, les progressistes et les démocrates tunisiens en appelleront à l'Algérie et réaliseront alors le sens de l'intransigeance salutaire du régime algérien face à la révolution démocratique. Je conclus avec ça, Monsieur le Président, mais je pourrais reprendre d'autres analyses relativement à la région de l'Afrique du Nord et du Machrek. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Nous aurons l'occasion d'y revenir pendant le débat et je me sens rassuré du fait que vous êtes en pleine forme. Comme j'avais promis, vous avez vu l'élan, la force, l'attachement avec lequel l'ambassadeur Wagnès continue toujours à essayer de faire progresser son pays. Bon, maintenant on va passer à Marc Pierini et puis on va aller à Khadija.
Marc Pierini, bon, j'avais dit ça, puisque j'avais vu les petits problèmes que l'ambassadeur Ouanis avait eu pendant les années de Ben Ali. J'étais témoin privilégié de tout ce que Marc Pierini a fait pendant cette période pour aider ceux qui, à la fin, ont été les plus agissants pour la démarche démocratique en Tunisie et pour que toute cette transition ne déraille pas, que c'est la société civile. Or, c'était l'une des luttes quotidiennes de Marc Pierini comme représentant de la Commission, soutenue par le collège des ambassadeurs européens, mais c'était lui qui devait le faire et il l'a fait, de soutenir toutes ces institutions de la société civile, la Ligue des droits de l'homme, ceux qui ont eu le prix maintenant, concrètement. L'ordre des avocats, etc., et tant d'autres, au point qu'à un moment donné, le régime Ben Ali, le gouvernement a décidé de le distinguer avec sa considération comme persona non grata et l'expulser du pays. Évidemment, ils ne l'ont pas fait parce que la Commission européenne a soutenu fermement la démarche et le travail fait par sa délégation en Tunisie avec l'ambassadeur Pierini en tête. Et donc, finalement, le régime Ben Ali n'a pas osé, vu l'opposition de la Commission européenne et de l'ensemble des pays européens, disons, l'expulser du pays comme persona non grata. Et il a pu terminer toute sa mission avec les meilleures félicitations de tous les pays partenaires européens, de la Tunisie et tous les bons démocrates tunisiens. Bon, Marc, alors, de la parole. Merci de rappeler ces bons souvenirs, effectivement, je suis reparti sans décoration du régime Ben Ali, mais avec la satisfaction, après la Révolution, de voir que mes livres sur la Méditerranée étaient en vente avenue Bourguiba. Donc, ça compense largement. Alors, je voudrais repartir dans ce que je vais dire, et après cet exposé tellement complet et brillant de l'ambassadeur, je voudrais repartir de ceci, qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Vous verrez dans le yearbook qu'il y a ce que Senan redisait au début, il y a cette réflexion sur les 20 ans passés du processus de Barcelone, et qui a commencé ici, pas très loin d'ici. Nous avons tous écrit, même tu as écrit 2 fois maintenant, ou 3 fois. On pourrait effectivement se demander 20 ans après, à regarder ce qui se passe en Méditerranée, qu'est-ce qu'il reste du processus de Barcelone. Si je veux faire simple, je dirais qu'il reste la Tunisie, et ce n'est pas rien. En effet, la Tunisie, comme tu l'as dit, a été la première à lancer cette révolution, et elle l'a lancée par ses citoyens. Personne ne l'a inspirée de l'extérieur. Des gens très humbles ont commencé à protester, et puis toute une société civile s'est mise en marche. Et on aurait pu croire que ça n'allait pas aller très loin. Certains États membres, certains ministres bien connus de certains États membres ont même soutenu le régime, proposé d'aider le régime à réprimer cette révolution. Et puis finalement, en un rien de temps, si je puis dire, le régime s'est effondré. Et puis il a inspiré d'autres pays. Donc, il y a eu une première démonstration qui n'était pas forcément celle que les observateurs européens croyaient d'ailleurs, mais une démonstration de la force de conviction de la société civile. Nous pouvons prendre en charge notre destin, et nous le faisons. Alors, vu de Bruxelles, de Paris, de Berlin, tout ça était très rassurant au début, puisque on se disait, mais regardez, ce que les gens crient sur l'avenue Bourguiba, c'est exactement la déclaration de Barcelone. Formidable. Justice indépendante, une constitution, la liberté de la presse, etc., etc. Oui, en effet, c'était ça, mais sauf que à la première occasion où il y a eu des élections, c'est le parti islamique qui est arrivé en tête. Donc les Européens ne comprenaient plus beaucoup. Et puis, après un cycle qui peut-être a paru très long
aux Tunisiens, mais qui au fond, historiquement, n'est pas très long. Le cycle s'est terminé, le cercle s'est refermé à la fin de l'année dernière, avec les 2 élections législatives et présidentielles, et on a eu ce résultat surprenant qui faisait que soit on avait un gouvernement libéral, mais avec une majorité infime, soit on avait une coalition plus large qui impliquait les libéraux et les islamistes, c'est-à-dire une coalition en quelque sorte contre nature. Et c'est là qu'arrive le génie tunisien, c'est que, bien qu'il y ait des opposants à cette coalition dans les 2 camps, il y a des gens qui rejettent cette coalition, encore aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, le président de la République a décidé, dans sa sagesse, d'aller de l'avant pour avoir une majorité solide. Donc ça, c'est une caractéristique qui, à mon avis, est très importante pour comprendre pourquoi la révolution tunisienne a réussi. L'autre considération importante, c'est bien sûr la force de la société civile, saluée maintenant par le prix Nobel de la paix, qui, au fond, en prenant des initiatives, a réussi à faire avaler par les partis politiques, et notamment par le parti Ennahda, des solutions qu'ils n'aimaient pas. Je vous rappelle que le grand débat dans la Constitution, celui qui a suscité le plus d'antagonisme, c'était la place de la femme. Et l'article proposé par le parti islamique, c'était que la femme était le complément de l'homme. Eh bien, la société civile tunisienne, les associations de femmes, qui n'avaient jamais disparu ni plié sous le régime policier antérieur, se sont opposées et ont prévalu. Donc, une société civile qui n'a jamais plié sous l'État policier, malgré tout ce qu'on croyait, s'est réveillée et a réussi à imposer sa marque. Et là-dessus, les politiciens, y compris islamistes, ont décidé d'accepter cela. Donc c'est un phénomène qui est extraordinairement rare. Si vous regardez, je ne parle pas ici de la Libye, de la Syrie, parce que là c'est le chaos le plus total, mais si vous regardez en Égypte, les frères musulmans arrivent au pouvoir. D'abord, si vous regardez l'Égypte au début de la Révolution, en février 2011, vous entendez sur la place Tahrir, vous entendez Barcelone, alors tous les Européens sont très contents. Ah oui, liberté de la presse, indépendance de la justice, etc. Et puis il y a des élections, ce sont les frères musulmans qui arrivent au pouvoir, mais eux, ils réussissent rien du tout, ni économiquement. Hein, et puis la société civile, là, peut-être qu'elle avait été pour de bon laminée par le régime Moubarak, puisqu'il ne se passe rien, il n'y a pas de ressort qui arrive. Et vous avez là-dessus, ce qu'il faut bien appeler, en tout cas de mon point de vue de société civile, moi-même, désormais, un coup d'État militaire, et l'Égypte nouvelle est en fait une Égypte divisée dans laquelle les militaires ont prévalu sur les islamistes. Point. Ce n'est pas du tout le cas en Tunisie. Et c'est ça qui, malgré toutes les difficultés, est extraordinairement intéressant. Alors, à partir de là, ce n'est pas le succès de la société civile, ni même un prix Nobel de la paix, qui résout les problèmes fondamentaux de la Tunisie d'aujourd'hui. La Tunisie d'aujourd'hui, elle doit créer de l'emploi, et elle n'en crée pas assez. Elle doit se diversifier à l'exportation, elle doit avoir un code d'investissement, elle doit mieux répartir la richesse. Aucun de ces problèmes qui sont à la base des révoltes de décembre 2010 et de la révolution de janvier 2011, aucun de ces problèmes n'a été résolu. Et par ailleurs, dans les premières années du régime intérimaire, du régime islamiste, des dizaines ou des centaines de fondamentalistes ont été libérés des prisons, et vous avez un problème sécuritaire énorme. Alors, entre-temps, le parti Ennahda a fait marche arrière en bonne partie, mais il y a un problème sécuritaire considérable, aggravé par, ou alimenté par, depuis l'Algérie et depuis la Libye, naturellement. À travers la réforme du secteur sécuritaire, vous avez bien entendu une tentative de retour aux affaires de l'Ancien Régime. C'est tout à fait naturel dans ce genre de situation, il fallait s'y entendre. Mais
ces problèmes-là sont tous très bien documentés. Ce qu'il y a en dessous est, à mon avis, plus important. C'est que vous avez dans cette coalition des conceptions de la société qui, pour l'observateur extérieur, sont presque irréconciliables. Je prends 2 exemples. Sous le régime intérimaire, donc quand le parti islamiste était au pouvoir, on a créé des jardins d'enfants islamiques, où les enfants n'ont pas le droit de dessiner. Petit exemple, parce qu'on ne dessine pas. On a voulu réformer l'enseignement des sciences à l'université, parce que pour les islamistes, on ne remet pas en cause le créationnisme. Donc, ça, ce sont des... Et je ne parle pas ici encore du rôle de la femme que j'ai déjà cité. Donc, vous avez des options qui sont assez fondamentales dans le futur, l'avenir, la gestion d'une société, qui sont pratiquement irréconciliables. Et pour autant, on a choisi de faire un gouvernement de coalition. Donc, comment parvenir à faire fonctionner tout cela? Alors, moi, j'ai une grande admiration pour la révolution tunisienne, en ce sens qu'elle a éliminé l'État policier et elle a obligé les acteurs politiques à faire des compromis dont ils ne voulaient pas. C'est déjà beaucoup. Et il y a, comme l'ambassadeur l'a dit, une constitution et toute une série d'autres mécanismes qui se mettent en place. Mais en même temps, vous restez dans une ambiance de romantisme révolutionnaire. C'est-à-dire, au nom de la liberté d'expression, tout le monde dit la sienne, c'est l'expression italienne, ça, enfin bon, et puis on ne décide pas. Et alors on roule en sens interdit dans les rues, ce qui était inconcevable sous Ben Ali. Et ça crée le chaos, évidemment, parce qu'il faut quand même rouler dans le sens qu'on vous demande de rouler. Ou alors, si dans une zone industrielle, il y a une entreprise où il y a un litige syndicat ou de salariat, etc., ben, l'entreprise bloque toute la zone industrielle, parce qu'on a la liberté. Mais ça ne va pas, ça ne va jamais arriver à faire fonctionner l'économie tunisienne et l'État tunisien si on reste dans ce romantisme. Et donc, ce qu'il manque, à mon avis, c'est la capacité de prendre des décisions dans un contexte immensément difficile et la capacité d'arriver à continuer à entendre la société civile. C'est la raison pour laquelle je m'évertue à proposer la pérennisation de ce mécanisme spécifiquement tunisien où on met la société civile avec le gouvernement. C'est pas très naturel, ça s'est fait nulle part ailleurs, mais peut-être que ce serait la clé du succès de la Tunisie. Bon, merci beaucoup, Marc. Bon, comme vous voyez, nous avons aujourd'hui vraiment un panel de connaisseurs extraordinaires. Et maintenant, on va passer à la professeure Khadija Mohsen Finan, et qui, comme je vous dis, a suivi de très près toute cette évolution depuis de longues années et qui porte une attention particulière. Je dois vous dire d'ailleurs que certaines des analyses sont contenues dans le yearbook, l'annuaire qui est maintenant publié. Notamment, par exemple, je me souviens maintenant que j'écoutais l'ambassadeur annuaire, j'ai le privilège de lire les articles avant qu'ils paraissent sous presse. Et donc, j'ai appris beaucoup de l'article que l'ambassadeur Louaniès a contribué pour l'annuaire de cette année, et je vous le recommande pour aller au-delà de ce qu'il a pu dire dans le temps qui lui était accordé. Alors, Khadija, s'il te plaît. Merci. Je remercie bien sûr l'IEMED pour l'attention constante portée à la Tunisie et au monde arabe. Je crois que l'essentiel a été dit. Je vais peut-être prolonger par quelques réflexions, peut-être en revenant, sans bouder le plaisir, sur le prix Nobel qui a été attribué il y a quelques jours à 4 institutions tunisiennes, et pour dire que finalement ce qu'il distingue, c'est que le changement est possible dans le monde arabe. Et ça, je crois que c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Ce que ce Nobel veut dire aussi, c'est que les Tunisiens ont su sortir de la crise très aiguë
de l'été 2013, et j'aurai à revenir très rapidement sur cette crise, mais ce qui s'est passé à l'été 2013, c'est que les Tunisiens ont su éviter la guerre civile, et c'est énorme. C'est énorme, on le dit suffisamment pour l'Union européenne, que l'Union européenne a fermé la porte à la guerre, mais je crois que le fait d'éviter la guerre civile, c'était une chose qui était extrêmement importante. L'autre chose, c'est que effectivement, en octobre 2013, lorsque la société civile, il faut bien le dire, a opté pour une autre culture, celle du dialogue, celle du compromis, elle a finalement acté le fait que le pouvoir en Tunisie ne pouvait se concevoir que dans le partage. Le partage entre des factions dont le projet politique est absolument diamétralement opposé, antagoniste et diamétralement opposé. Alors, ce qu'a consacré aussi et distingué le Nobel, c'est le fait que la société civile soit devenue un acteur à part entière, un acteur important, un acteur vigilant, qui montre que la révolution a fait émerger un comportement citoyen. C'est-à-dire qu'on a vu le citoyen protestataire en 2013 et on l'a vu se muer, se métamorphoser en citoyen vigilant qui n'est pas du tout capable d'accepter et n'est pas prêt à accepter tout ce qu'on lui propose au niveau politique. Alors, le dialogue national initié en octobre 2013 montre aussi que la Tunisie nouvelle renoue avec son histoire politique, puisque parmi ces 4 institutions, il y a bien sûr des institutions qui ont joué un rôle très important dans l'histoire politique de la Tunisie. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais c'est le premier pays à avoir eu un syndicat. Et la vie syndicale en Tunisie, elle remonte aux années 20, en 1924, et le syndicalisme y rebondit par la suite, après quelques années de somnolence, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une chose qui est très importante parce que ce syndicat, c'est beaucoup plus qu'une force sociale en Tunisie, c'est aussi une force de proposition politique. Et c'est une force de proposition politique qui a su tenir tête au pouvoir, comme lorsqu'il y a eu une libéralisation du champ économique et que une partie du syndicat et son chef s'est opposé justement à ça, en prenant le risque d'aller en prison, etc. D'ailleurs, il y est allé. Le patronat qui a su changer et se muer en 2011, mais aussi la Ligue des droits de l'homme qui a joué un rôle très important au moment où les partis étaient phagocytés par le pouvoir et qui a joué un rôle en tenant tête au pouvoir. L'Ordre des avocats qui a joué un rôle très important sous Ben Ali. Donc c'est une distinction qui est aussi symbolique. Alors, elles ont su s'opposer à la dictature du passé, elles ont su être vigilantes quant à la démocratie, mais aussi à la bonne gouvernance. Et ça, c'est très important. La démocratie, Sid Ahmed Ounaïs le disait, ce sont les élections, mais la crise de 2013 a montré que ce n'était pas que les élections. Parce que la société civile a montré qu'il y avait une importance à accorder peut-être et certainement à la légitimité des urnes, mais qu'au-dessus de la liberté des urnes, il y avait la légitimité consensuelle. C'est-à-dire que quand un gouvernement issu des urnes travaillait mal, eh ben, il pouvait être sanctionné. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, ça, je crois que c'est une chose qui a été très importante. Et ce dialogue a été relayé, il faut bien le dire, par les leaders des 2 grandes formations. Nida Tounes, née en 2012, mis en place par Beji Qaïd Essebsi et Nahda. Nous sommes dans un contexte très particulier en 2013 et ça n'a pas encore été dit et c'est pour ça que je voulais le dire. Lorsque la deuxième figure de la gauche est assassinée le 25 juillet, date anniversaire de la République, quelques jours plus tôt, le 6 juillet, Morsi est déposé
en Égypte. Donc les islamistes tunisiens ont les yeux rivés sur la scène égyptienne. Et là, on a quelque chose de très important aussi, parce que les Égyptiens ont observé la Tunisie en 2011, mais les Tunisiens ont beaucoup observé la Tunisie en cet été 2013. Maintenant, et je vais finir par ça, ce compromis, cette culture du dialogue est très difficile à mettre en application. C'est très joli, c'est très beau, ça mérite le Nobel, mais comment la mettre en application tous les jours? D'où la difficulté à gouverner, à avoir un gouvernement cohérent, une classe politique qui a du mal à être soudée et qui est, disons-le, peu capable de produire une vision, un projet cohérent qui engage l'avenir. Autrement dit, si cette expérience tunisienne est singulière, elle est importante, elle est effectivement, elle est très intéressante et elle peut faire école. Sénène le disait tout à l'heure, et elle doit montrer que les choses sont possibles dans le monde arabe. Mais il faut aussi passer de l'incantation à la réalité, c'est-à-dire comment faire exister finalement deux Tunisies qui s'opposent au niveau du projet politique. La Constitution, oui, mais la Constitution, il faut d'abord qu'elle soit appliquée et il faut qu'elle ne soit pas modifiée, etc. Mais aussi comment gouverner. Aujourd'hui, si l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée du peuple, si cette Assemblée reflète davantage la réalité politique, le gouvernement ne la reflète pas, avec un ministre islamiste et 2 secrétaires d'État. Donc aujourd'hui, ce schéma de compromis tient parce que les 2 leaders sont là et ont le souci de faire en sorte que la transition réussisse. Mais je crois qu'il faut s'interroger sur ce qui va advenir après. Et c'est à tout cela qu'il faut réfléchir en se demandant si la classe politique peut, en intégrant les factions politiques et idéologiques différentes, être capable de mettre en place les réformes qui s'imposent et en ne reproduisant pas aussi la scène politique de l'Ancien Régime lorsqu'il y avait 2 grands acteurs, le pouvoir et les islamistes, autrefois dans la clandestinité, aujourd'hui au pouvoir, mais avec une faible présence au sein du gouvernement. Voilà, je vous remercie. Eh bien, comme vous le